Parfait, merci Valérie. Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux de vous accueillir comme à l'habitude à notre rendez-vous bimensuel, nos webinaires du risque. Je m'appelle Manel, je serai la modératrice du webinaire aujourd'hui. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Catherine Frizel. Donc, elle va nous présenter un webinaire intitulé « Mieux gérer les risques sur les cônes alluviaux, la réponse du Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François suite aux pluies torrentielles de 2015. » Donc, on comprend très bien qu'il s'agit de pluie, donc du coup, inondation. C'est un peu dans le contexte de notre réseau, le réseau intersectoriel des inondations du Québec. Donc, Catherine est directrice de projet du Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François. Elle est spécialisée en développement de projets interdisciplinarité en recherche et gestion intégrée des bassins versants. Elle va nous présenter aujourd'hui un projet d'action dans les bassins versants des cônes alluviaux suite aux importantes précipitations de 2015, ayant engendré d'importants dommages aux infrastructures de Quaticook en Estrie, dans la province du Québec au Canada, si jamais on a des intervenants de l'international. Donc, ce projet a pour objectif de travailler autant sur les vulnérabilités que sur l'aléa pour une meilleure réponse aux pluies torrentielles. Elle nous parlera ensuite des réalités des organismes des bassins versants et du maillage intéressant qui peuvent émerger de la collaboration entre de tels organismes et le domaine de la recherche. Catherine, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je te cède la parole. Merci beaucoup, c'est une belle introduction. Donc, comme Manel vient de le spécifier, mon texte est vraiment long. Mon titre est vraiment long. Puis justement, au-delà de vous parler du projet d'action dans les bassins versants des cônes alluviaux, je vais aussi vous entretenir là, sur la collaboration entre le milieu de la recherche puis les organismes de bassins versants. Donc, j'imagine que le chat il est déjà ouvert. Je propose que vous écriviez vos questions au fur et à mesure, mais je vais essayer d'y répondre peut-être plus à la fin. Puis, j'ai évidemment aucune idée, c'est quoi les questions que vous avez posées. Fait que je vais peut-être faire comme un bon prof, puis je vais vous dire que je vous reviens avec une réponse. Mais il y a aussi dans l'assistance des gens qui sont qui ont déjà participé à ce projet-là ou qui ont des connaissances intéressantes. Puis, vous pourrez peut-être entrer en contact avec eux par la suite là, si jamais vous avez des questions plus spécifiques. Donc, j'aime bien rappeler que depuis 2009, sur le territoire du sud du Québec, le territoire en fait, du sud du Québec est couvert par une zone de gestion intégrée de l'eau. Donc, il y a 40 organismes de bassins versants qui assurent la gestion intégrée de l'eau sur ce magnifique territoire. On est aussi regroupés grâce au regroupement des organismes de bassins versants qui a un mandat, entre autres, là, de promouvoir les organismes de bassins versants puis la gestion intégrée de l'eau au Québec. Mais je vais vous parler là, du territoire que moi, je connais un peu plus, le territoire de l'OBV où je travaille, qui est la zone de gestion intégrée Saint-François, donc qui comprend, comme son nom le dit, la rivière Saint-François, mais aussi une petite partie de la rivière Connecticut, si vous voyez ma souris, qui est située dans le territoire de la MRC de Quaticook et qui s'écoule vers les États-Unis. Donc, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui peuvent imaginer qu'un territoire qui est grand comme ça, qui couvre environ 9000 km² au Québec, peut avoir plus que 100 municipalités. Évidemment, on a des liens étroits avec des territoires un peu plus spécifiques que d'autres dans notre zone de gestion intégrée, puis ça peut parfois là, devenir une pouponnière de projets. Donc, d'emblée, un des premiers messages peut-être que je veux vous livrer, c'est que c'est un facteur important dans le succès d'un projet, là, le développement puis le maintien des partenariats qu'on peut avoir avec les différents acteurs sur le territoire. En fait, ce sont des personnes qu'on finit par côtoyer souvent, puis cette relation-là, elle a une valeur vraiment là, inestimable. Donc, le sujet qui est présenté en titre, c'est celui du projet d'action dans les bassins versants des cônes alluviaux. Je vais prendre le temps de vous détailler c'est quoi un cône alluvial dans quelques diapos, comme ça tout le monde va être en mesure de suivre, là, même s'il y en a qui savent déjà ce que c'est. Puis, je mentionne aussi que les OBV ne sont pas des exceptions, mais je tiens à mentionner ici qu'à part dans des vraiment très rares occasions, on ne fait jamais des projets tout seul. Le partenariat, c'est vraiment notre moteur, c'est notre matière première. Une des premières choses qu'on va faire quand on commence un projet ou qu'un projet qui est en train de se concrétiser, c'est qu'on va planifier là, quelle lettre d'appui on va avoir besoin, c'est quoi l'engagement qu'on va avoir besoin des différents partenaires pour être sûr qu'on est capable d'avoir un projet de qualité puis qui est vraiment bien ancré là, dans la communauté. Et pour bien vous mettre en contexte la genèse en fait, du projet d'action dans les cônes alluviaux, il faut remonter à 2015, plus précisément au 9 juin 2015, où les gens là,
qui s'occupent plus de rapporter là, les données météo, ont enregistré qu'il y a eu, à certaines périodes de la journée, le 9 juin, du 9 au 10 juin, en fait, 50 mm de pluie qui sont tombés en 2 heures, ce qui fait qu'il y a eu 76 mm de pluie là, en à peu près 24 heures sur le territoire de Quaticook. Ce qui est particulier, c'est que cette quantité de précipitations-là était déjà tombée auparavant sur la région, mais elle n'avait pas vraiment fait autant de dégâts qu'il y en a eu vraiment là, en juin 2015. Si je reviens un petit peu juste avant juin 2015, en 2014, le COGESAF a déposé le plan directeur de l'eau, qui est, nous, notre outil de planification du territoire. Puis quand on fait cet exercice-là, évidemment, on va prendre en compte les données qui sont disponibles, on va aussi faire un bon portrait puis un bon diagnostic du territoire, mais on est aussi à l'écoute des opportunités, des préoccupations, puis de la mobilisation des différents acteurs. Dans le cas qui nous intéresse pour le territoire de la région de Quaticook, on avait déjà indiqué que pour la rivière Quaticook, ce serait vraiment intéressant qu'il y ait une étude sur la cartographie de l'espace de liberté, puis qu'on avait aussi ciblé que ça pourrait être pertinent d'avoir une étude sur la perte des milieux humides qu'il y a eu sur ce territoire-là. Donc, après avoir fait quelques rencontres, la MRC a vraiment pris en considération le plan directeur de l'eau, puis a intégré certains éléments dans sa stratégie ou dans ses stratégies là, de son schéma d'aménagement. Donc, après, juin 2015, là, il y a une série d'opportunités qui se sont présentées. La rivière Quaticook s'est retrouvée vraiment sur la carte. Puis le reste de l'histoire, en fait, c'est ce que je vais vous raconter là, dans les prochaines étapes. La rivière Quaticook est située dans la MRC de Quaticook, comme son nom l'indique, qui est une MRC en Estrie, dans le sud du Québec. C'est une rivière qui est caractérisée par une section en amont qui est enclavée dans une gorge rocheuse, puis une section en aval qui consiste en une plaine alluviale. Puis dans cette plaine-là, en fait, la rivière est super mobile. Puis comme vous pouvez le constater dans la série d'images qu'il y a en dessous de l'écran, la rivière a été modifiée là, dans le temps. Donc, il y en a qui ont les yeux assez aiguisés, là, qui vont pouvoir voir qu'il y a eu probablement une bonne perte de longueur, puis une quantité de milieux humides aussi là, qui sont disparus. Il y a une petite animation ici là, qui vous montre... qui ne joue pas. Attends, oui, OK, je peux la faire jouer. Donc, il vous montre là, la progression de la cartographie de la rivière qui a été faite depuis les années 45. C'est les années les plus vieilles là, pour lesquelles on a des orthophotos. Puis, l'équipe de recherche qui a travaillé sur la cartographie de l'espace de liberté estime que le taux d'érosion de la rivière Quaticook, de façon latérale, c'est en moyenne 0,8 mètres par année, mais que dans le secteur de la plaine alluviale, en fait, à Compton, ça peut aller jusqu'à 1,7 mètres comme taux d'érosion par année. Puis ensuite de ça, ils ont estimé qu'il peut y avoir eu une perte de milieux humides puis de longueur de cours d'eau, en fait, de milieux humides et hydriques jusqu'à 80% là, par rapport à 1945. Ça donne des situations un peu cocasses, là, comme l'image ici qui vient de cette recherche-là, qui montre assez bien comment on peut se retrouver avec des genres d'artefacts où on a un méandre abandonné, mais qui est tout en rocher, qui est ici, dans le fond, puis qui n'est plus du tout connecté là, à la rivière, mais qui fait quand même partie de l'espace de liberté, mais qui n'est pas nécessairement connecté à la rivière de façon permanente. Donc, habituellement, je sais qu'elle est dans l'assistance, mais j'ai l'opportunité d'avoir Pascal Biron de l'Université Concordia qui fait une présentation avant moi et qui explique beaucoup mieux que moi le concept d'espace de liberté, mais je vais quand même faire un survol du concept parce que je pense que c'est important pour la présentation. J'ai validé aussi que je pouvais lui emprunter quelques diapos pour expliquer ces propos-là. Donc, en hydrogéomorphologie, le message qu'elle souhaite souvent passer, c'est qu'il y a deux choses qui sont assez connues maintenant, qui doivent être considérées. C'est que les rivières vont migrer latéralement, puis aussi les rivières vont déborder régulièrement. Donc, une fois qu'on a compris ces deux concepts-là, on arrête de voir la rivière comme quelque chose qui ne bouge pas dans le temps. Quand on illustre le concept, on peut voir là, que l'espace d'inondabilité va intégrer les différents lits de la rivière, donc le lit mineur, le lit majeur, le lit moyen puis le lit majeur, que celui-là va vraiment intégrer aussi les milieux humides, les bras morts ou les méandres abandonnés qu'on appelle habituellement.
Puis quand on représente ça, en fait, dans une cartographie de l'espace de liberté, comme c'est défini là, au Québec, on peut voir qu'il y a 3 éléments qui peuvent être cartographiés, qui constituent en fait la base de cette cartographie-là, l'espace de mobilité, l'espace d'inondabilité, puis les milieux humides riverains. Ça représente 3 zones là, qui sont définies et qui définissent le risque en fait sur la carte. Donc, on a la zone de minimum où ça comprend en fait l'espace minimum, soit la migration latérale des cours d'eau sur une période de 50 ans. L'espace où les inondations aussi ont une plus grande probabilité d'arriver. Donc, c'est là où c'est le plus risqué. Le risque est le plus élevé. C'est là où on ne va pas vouloir augmenter en fait les infrastructures humaines. On a aussi l'espace fonctionnel qui intègre en fait tous les éléments pour assurer le fonctionnement de l'ensemble des processus fluviaux. Et finalement, on a l'espace rare, dans le fond, qui est inondé seulement lors d'événements extrêmes, mais qui fait quand même partie de tout ce schéma-là. Et à partir de 2016, il y a un projet de recherche qui a été amorcé sur ce territoire-là. Donc, il y a un étudiant de doctorat qui avait comme objectif là, de déterminer l'applicabilité de l'approche par espace de liberté dans les politiques municipales. La rivière Quaticook faisait partie de 3 cas qui étaient étudiés. Puis comme vous pouvez le constater, là, il y a vraiment de nombreux partenaires, puis le milieu de la recherche qui est là, puis le milieu de la recherche a confié au COGESAR, qui est l'OBV, le rôle de mettre en place le partenariat et de le maintenir tout au long du projet. Et comme vous pouvez voir, ça prend vraiment beaucoup de gens pour réaliser des projets, puis je rappelle qu'on oublie souvent là, la valeur qu'on doit accorder là, à la mobilisation. Donc, dans le projet de recherche, il y a 3 ateliers qui ont été faits. Puis, dans un des ateliers, les participants ils ont clairement identifié qu'il y avait des défis qui ont identifié qu'il y a des défis qui pouvaient représenter l'intégration de l'approche par espace de liberté, plus particulièrement les impacts économiques sur la perte des superficies cultivées. Donc, il y a autour de ce projet-là d'autres opportunités qui se sont greffées avec une collaboration qui a été faite avec Ouranos pour la réalisation d'une analyse coût-avantage où les options d'adaptation aux inondations et aux aléas fluviaux de la rivière Quaticook à Compton ont été étudiées. L'objectif général était de vraiment essayer de chiffrer les avantages sur la réduction des inondations, des solutions proposées avec une analyse économique, une analyse des services écologiques rendus, puis aussi une modélisation là, de la réduction des inondations qui a été faite en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Le projet a permis de mettre en évidence que la stratégie, mettons, de respecter une certaine portion de mobilité du cours d'eau, mais tout en permettant certains usages, donc dans une zone qui était peut-être multi-aléa, puis aussi de travailler sur les pratiques culturelles, puis les ouvrages hydro-agricoles dans les bassins versants des cônes alluviaux, pouvaient représenter des solutions qui présentaient des bénéfices environnementaux aussi. Donc, c'est très intéressant comme résultat de recherche. Donc, le projet de recherche sur l'espace de liberté s'est intéressé aux événements de juin 2015, mais dans les retombées que ça a pu avoir là, sur le territoire, c'est que ça a permis d'avoir une approche un petit peu plus scientifique pour expliquer des phénomènes qui avaient été observés par la population. Par exemple, on parlait souvent, on parle encore souvent là, dans cette région-là des coups d'eau importants. Qui peuvent être fréquents, mais ils sont un petit peu mieux relativisés quand on est capable d'identifier que c'est des phénomènes de pluie torrentielle. Donc, il y a comme un aspect là, un petit peu extrême là, à ces coups d'eau-là. Puis aussi, la collectivité avait remarqué qu'il y avait plusieurs ponceaux qui se remplissaient de sédiments quand il y avait des bons coups d'eau comme ça. Puis le projet a permis en fait de comprendre qu'il s'agissait de cônes alluviaux. Puis c'est là où j'arrive au bon moment pour vous expliquer c'est quoi le concept des cônes alluviaux. En fait, ce sont des petits bassins versants de plus ou moins petite taille qui représentent entre autres une forte pente ou une rupture de pente dans la partie qui est en aval, donc qui est en bas du bassin versant. Puis, au moment où il y a des phénomènes de pluie torrentielle, ça peut générer une quantité importante d'eau, mais aussi de sédiments qui peuvent avoir une taille quand même assez grosse, qui vont finir par se déposer dans le cône, un peu à l'image d'un delta de l'image que vous pouvez voir à l'écran. Cette diapo-là m'apparaît quand même importante parce qu'elle permet d'illustrer l'espace de liberté qui inclut, comme je le disais tout à l'heure, l'espace d'inondabilité, l'espace de mobilité de la rivière, les milieux humides riverains, mais aussi les cônes alluviaux, là, comme vous faites voir.
Puis, si vous voulez voir comment ça se manifeste, là, préparez-vous. Donc, ça, c'est des images là, qui ont été collectées par les gens localement à la suite des pluies de juin 2015. Les gens mentionnaient qu'il y avait des cours d'eau, dans le fond, qui apparaissaient à des endroits où ils n'avaient jamais vu. Ce qui est particulier, j'en ai une ici aussi, là, qui est assez impressionnante. Ce qui est assez particulier avec les cônes alluviaux, c'est qu'avec les événements d'accumulation sédimentaire, la portion des cônes a fini par être un petit peu plus élevée en altitude, puis les gens peuvent avoir eu le réflexe d'aller s'installer dans ces endroits-là pour pas être trop à risque d'inondation, mais finalement, ils s'exposent quand même à un autre aléa fluvial, mais qui n'était pas nécessairement bien connu. Maintenant, grâce au projet de recherche, les gens dans la région ont une meilleure compréhension. Donc, pour traiter de l'aléa des cônes alluviaux, la MRC avait commencé à réunir plusieurs partenaires en continuité un peu avec le projet d'espace de liberté, notamment des ministères, pour être en mesure de considérer vraiment tous les défis d'autorisation ou les défis réglementaires là, qui pouvaient se présenter au moment où on serait prêt à faire des actions dans les bassins versants des cônes alluviaux. Et finalement, l'opportunité de financement qu'on a eue provenait du milieu agricole. C'est vraiment l'opportunité qui s'est présentée, puis le projet a été accepté. Mais c'est un financement où la MRC n'était pas un organisme admissible, donc c'est le COGESAF qui a déposé le projet puis qui a été porteur du projet là, durant toute la durée. Donc, les objectifs du projet, c'était vraiment là, de sensibiliser les producteurs agricoles au processus hydrologique et sédimentaire dans les cônes alluviaux, puis de les encourager à adapter leurs pratiques pour réduire en fait la réponse hydrosédimentaire. Mais dans les faits, le projet était tellement novateur qu'on a dû faire une première phase. C'est le bailleur de fonds qui nous a demandé ça. On a dû faire une première phase pour démontrer vraiment qu'il y avait des actions qu'on pouvait faire pour réduire la réponse hydrosédimentaire dans ces bassins versants-là. Donc, nous, c'est sûr qu'on n'avait pas prévu dans ce projet-là de mettre en œuvre des modèles hydrologiques ou des modèles hydrauliques, mais on devait quand même apporter là, certaines preuves. Puis pour travailler sur ce territoire-là, en fait, ils nous ont demandé aussi de faire le projet sur peut-être la moitié du territoire pour être capable de faire les démonstrations. Donc, on a dû aussi arriver à sélectionner les territoires sur lesquels on allait travailler en premier. Puis, à l'aide des gens qui ont participé au projet, on voulait que cette décision-là ne vienne pas nécessairement des gens qui réalisaient le projet, mais des acteurs locaux. Donc, on a utilisé une analyse hiérarchique des processus. Donc, on a réuni plusieurs acteurs locaux qui ont réussi à prioriser, en fait, au moyen de critères, les bassins versants dans lesquels allait se dérouler la phase 1. Puis, les critères qu'on a utilisés, qui sont ressortis, pas que nous, on a utilisés, mais qui sont ressortis comme prioritaires, c'était de choisir des bassins versants dans lesquels il y avait des conséquences sur les inondations. Donc, un indicateur de nombre de logements. Aussi qu'on était capable de faire des actions qui allaient avoir une réduction là, sur les processus hydrosédimentaires. Puis le dernier qui était quand même assez important, c'était qu'il y ait un intérêt des producteurs agricoles dans la mise en œuvre des actions. Donc, on n'avait pas eu le choix d'aller déjà vers les producteurs agricoles pour voir s'il y avait un intérêt envers le projet. Donc, il y a une méthodologie qui a été développée vraiment là, en gros là, par Silvio Demers qui nous a donné un bon coup de main pour arriver pas à obtenir un chiffre absolu de volume d'eau ou de volume de sédiments, mais vraiment avoir un chiffre relatif en fonction des différents scénarios d'aménagement qu'on pouvait proposer dans ces bassins versants-là. Donc, ce que vous voyez dans le tableau, en fait, c'est nos différents scénarios avec des indicateurs là, associés. Donc, on a fait le statu quo, évidemment. Le scénario 1, c'est un scénario où est-ce qu'on favorisait le maintien d'une culture pérenne ou des prairies dans l'ensemble des champs qui étaient cultivés dans ces bassins versants-là, en fait, d'éviter d'avoir des grandes cultures comme du maïs. Le scénario 2, c'est un scénario où est-ce qu'on proposait de réorganiser le réseau hydrographique comme il aurait dû être il y a vraiment de nombreuses années. Il faut savoir que les fossés agricoles, dans certains cas, en tout cas dans ces cas-là, ont occasionné une modification de la délimitation des bassins versants. Donc, peut-être qu'il y a un bassin versant qui s'écoulait, en fait, il y a un cours d'eau qui s'écoulait dans le bassin versant 1, puis à cause du fossé, finalement, cette portion-là de bassin versant s'écoule maintenant dans un autre bassin qui est à côté, ce qui fait en sorte que le cours d'eau qui est en aval du bassin versant, il n'est pas fait pour recevoir une quantité supplémentaire d'eau puis de sédiments. Puis dans certains cas, il y a même de l'érosion dans les talus en fait, les talus avaient une hauteur quasiment de 6 pieds qui était érodée. Donc, on voit que
les cours d'eau étaient constamment là, en ajustement. Le scénario 3, c'était un scénario qui visait à implanter un bassin de rétention en bas d'un des bassins versants. Puis les scénarios 4 et 5 étaient destinés plus à ajouter de la rugosité dans un des fossés mitoyens qui était vraiment dans le sens de la pente. Fait que soit un simple qui était plus d'ajouter du bois mort, par exemple, puis un autre qui nécessitait un enrochement avec des roches assez grosses là, pour pas qu'il bouge, en fait, quand il y avait des pluies abondantes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez voir en rouge, c'est que c'est le scénario de culture pérenne dans l'ensemble des superficies cultivées qui réussissait le plus là, à réduire la réponse hydrosédimentaire. Donc, on a fait aussi des diagnostics un petit peu plus approfondis avec les producteurs agricoles pour voir, dans le fond, comment eux autres faisaient leur pratique culturelle puis comment on pouvait les amener à changer. Donc, je vous liste un petit peu là, le type d'action qui pourrait permettre de réduire la réponse hydrosédimentaire. Donc, c'est de travailler là, sur le travail en contrepente, éviter le travail en contrepente, de faire un travail réduit du sol, de favoriser le semis direct, les cultures de couverture quand on fait des rotations, d'allonger aussi la période de rotation. Donc, si on fait du maïs et des prairies, c'est de faire un petit peu plus d'années de prairies avant de retourner vers un maïs. De faire de la culture intercalaire si on fait du maïs, de réorganiser les réseaux hydrographiques, donc ce que je voulais vous parler tout à l'heure, avoir un bassin de rétention. Mais ça me permet aussi de vous mentionner qu'il y a certaines actions qui pourraient être faites par d'autres acteurs, dont le ministère des Transports. Il y a des ponceaux, puis c'est une route provinciale qui est en bas à gauche là, des bassins versants. Puis aussi la possibilité peut-être éventuellement de faire une relocalisation des maisons qui sont exposées à cet aléa-là. Donc, ça me permet de vous mentionner justement que comme il y a eu des dommages à certaines résidences en 2015, le ministère de la Sécurité publique a eu une opportunité pour intervenir, puis ils ont financé un projet de recherche. Cette fois, c'est avec l'Université de Sherbrooke puis l'Université du Québec à Rimouski, où est-ce que la récurrence, en fait, des cônes a été étudiée de manière plus approfondie, puis des modèles hydrologiques et hydrauliques, cette fois-ci, qui ont été mis en œuvre, puis les conclusions de leur projet sont assez similaires aux nôtres. Ça nous a permis de valider nos hypothèses, puis on était vraiment contents. Donc, c'est assez rassurant que les deux méthodologies puissent converger. Donc, le projet s'est déroulé sur 4 ans. C'est un projet qui vient de se terminer. En fait, on vient juste de déposer nos livrables finaux. On attend l'évaluation du programme de financement pour le conclure complètement. Donc, on a fait les recommandations, les démonstrations requises, mais je vous dirais que la mise en œuvre n'est pas encore assurée. Il y a une des retombées positives quand même du projet, ça a été vraiment la collaboration là, entre plusieurs organisations du milieu agricole puis des communautés locales. Puis tout le monde a quand même un grand intérêt là, à poursuivre dans la démarche. Mais si je vous demande, par exemple, c'est quoi notre plus grand défi là, pour la poursuite d'un projet comme ça, je ne sais pas ce que vous pourriez imaginer, là, mais c'est à la fois vraiment d'être capable d'établir une bonne gouvernance de cette démarche-là, d'avoir des rôles qui sont vraiment spécifiques et définis pour chacune des organisations, vraiment en fonction de nos forces respectives, puis d'être capable d'identifier aussi qu'est-ce qui doit être financé et puis de le faire financer. Fait que je ne vous cacherai pas que même si notre projet est innovateur, on l'a terminé, on a fait des démonstrations, la mise en œuvre requiert aussi beaucoup d'innovation. Puis là, on demande à tout le monde, en fait, de faire des choses qui ne rentrent pas nécessairement dans leur routine quotidienne d'organisation. Puis parfois, c'est un peu difficile là, à définir un projet qui répond à tout ça. Mais je ne dis pas que c'est simple, mais c'est exactement ça le rôle des organismes de bassin versant. Donc, c'est ça la gestion intégrée d'eau par bassin versant. Alors, pour nous, c'est le genre de défi qu'on relève pratiquement au quotidien. Là, vous avez remarqué que depuis le début là, de ma présentation, je parle juste d'un territoire. C'est le territoire de la MRC de Coaticook. La MRC, quand même, il faut dire qu'elle a été pionnière en intégrant l'aléa des cônes alluviaux dans son schéma d'aménagement. Puis, c'est les démarches aussi pour l'intégration de la cartographie d'espaces de liberté. Puis ça lui a valu une reconnaissance du milieu municipal qui était accompagnée d'une bourse en argent. Puis, pour poursuivre sur leur lancée d'innovation, la MRC a décidé d'organiser une mission en France pour aller s'inspirer des bonnes pratiques en matière de gestion des inondations.
Donc, j'en profite ici pour remercier le directeur général, Dominique Fauché, puis la coordonnatrice à l'aménagement, Marc-Claude Bernard, de soutenir toutes ces initiatives-là, puis d'avoir donné la chance au COGESAF aussi de participer à la mission. Donc, la mission a été réalisée aussi en partenariat avec le CEPRI, qui est le Centre européen de prévention des risques d'inondation. C'est une mission qui s'est passée en mai 2022. Donc, l'objectif, c'était d'aller s'inspirer de territoires qui ont mis en place des mesures de gestion de risque qui étaient innovantes. On avait, c'est sûr, un intérêt particulier là, pour aller voir des projets qui se déroulaient dans les secteurs plus ruraux et agricoles. Donc, c'est une délégation de 12 personnes qui était composée d'élus. Il y avait 3 élus de la MRC, plus des employés. Il y avait quelqu'un de l'UPA Estrie, il y avait moi du COGESAF, il y avait 2 représentants du MAMACH, donc quelqu'un des bureaux de projet, puis quelqu'un aussi qui était la coordination du PRAFI et une représentante de l'université. Puis, un des livrables qui a été fait là, à la suite de cette mission-là, c'est un plan d'action qui a été réalisé par les membres de la mission, mais qui a été vraiment structuré là, par la MRC. Puis l'OBV est vraiment content d'avoir appuyé sans hésiter ce plan d'action-là. Puis on continue à travailler en collaboration pour mettre en œuvre les actions. Donc, je vais vous montrer quelques diapos de choses qu'on a pu voir là, quand on était dans cette mission-là. Dans le premier exemple ici, ce sont des ouvrages d'hydraulique douce. Donc, il faut s'imaginer que la personne qui a pris la photo est dans la rue, au-dessus d'un ponceau. Donc, on voit que quelques mètres avant l'arrivée au ponceau, il y a un petit peu au loin, au milieu de l'image, là, une barrière végétale qui est faite avec des fascines végétales, de végétaux. Puis, on voit que la végétation plus naturelle est laissée entre ce petit mur de fascine-là, puis l'arrivée au ponceau. Puis ça permet de ralentir un peu l'écoulement, la vitesse d'écoulement de l'eau. Mais c'est fait en considération de prendre en compte les contraintes du producteur. Donc, le producteur, il est capable de passer sa machinerie avec la distance nécessaire et tout. Puis, c'est un sol qui est assez porteur là, pour sa machinerie. Ici, dans le deuxième exemple, c'est aussi un ouvrage d'hydraulique, mais de rétention, qui peut accueillir un certain volume d'eau, plus grand, là, évidemment. Il peut y avoir de l'eau qui reste dans cet endroit-là quand il n'y a plus. Puis l'idée qu'eux ont dans ce territoire-là, en fait, c'est d'en avoir plusieurs un peu partout dans le bassin versant. Donc, au lieu d'avoir une grosse infrastructure à un endroit qui est peut-être un peu moins intégré dans l'aménagement du territoire, eux autres en ont plusieurs. Puis, à certains moments, quand ce n'est pas dans des risques d'inondation, les animaux peuvent même aller se promener là, dans ces endroits-là. Puis, qu'est-ce qu'on a constaté aussi, c'est que ces mesures-là, comme la précédente, peuvent toujours être accompagnées de compensations financières. Ici, je vous présente rapidement là, différents types de repères de crues qu'on a vus aussi. Celui de droite, ce qui est intéressant, c'est que bon, il est directement installé dans la Seine. Puis, il y a aussi tout un concept là, par rapport à une œuvre d'art qui a été faite avec ce repère-là. Puis, celui de gauche, ce qui est important de voir, là, vous ne le voyez pas, mais ce que nous, on a retenu, c'est que c'est un site où il y a eu un projet de relocalisation de 12 familles à la suite d'une inondation. Mais ce qu'on a beaucoup retenu, c'est tout le volet social qui est important quand on fait ce type de projet-là. Donc, ça a pris environ 5 ans à finir par relocaliser les 12 familles pour être capable de respecter le temps que ça prend pour occasionner ce type de changement-là. On a aussi visité une ville un petit peu plus grande, là, où est-ce qu'il y avait beaucoup d'exemples d'habitations qui étaient faits, qui prenaient en compte les inondations. Donc, souvent, les projets étaient faits de concert avec des architectes qui ont intégré, dans le fond, les inondations comme une contrainte supplémentaire à leur proposition de design. C'est certain que dans ce secteur-là, il y a une digue, donc les inondations ils peuvent être occasionnés si jamais il y a une rupture de digue. Donc, on a toujours un délai, en fait, pour être capable d'évacuer la ville, ce qui n'est pas toujours le cas là, dans d'autres types de secteurs. Peut-être qu'une des visites les plus inspirantes qu'on a faites aussi, c'est de rencontrer un producteur agricole qui était lui aussi résilient face aux inondations. Donc, vous pouvez voir sur le mur, là, ce qui pointe, c'est qu'il y a deux marques là, en fait, d'inondations qui sont survenues à 2 années subséquentes, donc en 2002 puis en 2003. Puis vous voyez qu'on ne parle pas ici de centimètres d'eau dans un sous-sol. Vraiment, il y a eu beaucoup d'inondations, des bons volumes d'inondations. Ce producteur-là, dans le fond, il a adapté
plusieurs de ces installations qui sont sur ce site-là pour éviter de laisser des produits au sol, dans le fond, ou du matériel là, qui pouvait être endommagé si jamais il y avait de l'eau. Son réservoir d'essence, par exemple, il est surélevé, donc puis il y avait une stratégie pour tout évacuer sa machinerie agricole aussi. Mais il a décidé de relocaliser aussi une partie de sa production en dehors de la zone inondable. Donc, ça peut être aussi très efficace. On a appris vraiment que ça peut être très efficace de travailler directement avec un producteur agricole pour comprendre exactement c'est quoi ses contraintes, puis comment il peut apprendre là, à être un petit peu plus résilient. Donc maintenant, j'aimerais profiter de l'occasion que j'ai encore pour vous parler de l'importance que peut avoir la collaboration entre les OBV et le milieu de la recherche. Je cherchais une image qui pouvait résumer les différentes thématiques qui pouvaient être abordées là, quand on parle d'inondation, mais ChatGPT n'était pas capable de me fournir d'image. Donc, je me suis plutôt tournée vers un rapport récent là, du GIEC qui porte sur les changements climatiques, mais d'un point de vue d'adaptation, des impacts de l'adaptation puis de la vulnérabilité. J'aime beaucoup cette figure-là parce que je trouve qu'elle englobe plusieurs aspects qu'on n'intègre pas toujours quand on parle d'adaptation au changement climatique. Là, c'est une figure qui porte sur les changements climatiques, mais je pense qu'on pourrait mettre des mots inondation ou n'importe quel autre risque qu'on peut envisager. Puis, elle démontre aussi bien qu'au centre, dans le fond, il y a vraiment un processus ça montre en fait que l'adaptation, c'est vraiment un processus itératif pour plusieurs raisons. Puis, encore une fois, là, je pense que les organismes de bassin versant peuvent aider à bien comprendre ce qui peut ressortir, par exemple, des différentes recherches, puis d'aider ceux qui prennent des décisions localement à intégrer cette information-là. Donc, si on fait le tour un petit peu de cette image-là, premièrement, on doit connaître les risques climatiques. Comme je disais tantôt, ça peut se transposer pas seulement au climat ou pas seulement juste aux inondations, mais on peut le voir dans l'ensemble. Donc, à quoi on peut s'attendre, comment le climat va être différent de celui qu'on connaissait ou comment ça va pouvoir affecter nos vies, les infrastructures ou les éléments là, qui nous concernent peut-être un petit peu plus au quotidien. Donc, ça, on a besoin d'avoir de la science là, pour être capable d'arriver avec ces informations-là. Mais des fois, je trouve que c'est aussi dans la façon de présenter l'information. Donc, si, par exemple, les scientifiques ils comprennent que des événements extrêmes, autant quand on va avoir, mettons, des coups d'eau importants que des manques d'eau, ça existe, en fait, ces deux extrêmes-là, mais que finalement, ce qui est communiqué, ça va être une moyenne, on ne va peut-être pas penser qu'on a besoin de s'adapter. Donc, dans la façon de présenter l'information, je pense que les scientifiques ont un rôle à jouer aussi là, pour vulgariser l'information d'une façon où ça va nous permettre d'entrer dans l'action. Ensuite, on a besoin aussi d'anticiper c'est quoi les adaptations là ou les adaptations qui vont être nécessaires. Donc, est-ce qu'on devrait tenter de réduire la vulnérabilité ou plutôt l'exposition ou l'aléa? Est-ce que, dans le fond, on a besoin d'avoir des recherches multidisciplinaires pour être capables de mettre en évidence aussi ou d'évaluer la faisabilité des mesures d'adaptation? Je vous ai présenté tantôt rapidement là, les analyses coûts-avantages. Donc, ça peut être un exemple de projets là, qui sont super intéressants pour nous aider à bien intégrer, à bien proposer en fait des solutions d'adaptation qui peuvent être faisables, efficaces et tout. Puis aussi d'intégrer toutes les notions de justice puis d'équité dans toute cette recherche de solutions-là. Toutes les informations, en fait, qui peuvent nous aider à identifier les solutions potentielles qui vont pouvoir intégrer tous les compromis qui sont nécessaires. Puis on arrive, si on est guidé avec des exemples probants qui sont bien décrits, qui sont analysés dans des études comparatives, par exemple, anticiper c'est quoi la réponse attendue. Donc, c'est quoi la portée de l'adaptation qu'on va souhaiter atteindre, puis qui va être collectivement suffisante pour éviter des risques dangereux, par exemple. Ensuite de ça, je vous amène de l'autre côté du diagramme où est-ce que, à mon avis, il y a des étapes qui sont tout aussi importantes, sinon plus. Donc, tout ce qui touche le suivi puis l'évaluation pour être capable de faire ressortir les leçons qui ont été apprises
pour soit s'en inspirer ou éviter de refaire les mêmes erreurs ou d'investir des sommes importantes là, pour des solutions qui, on sait là, que ce n'est pas ça que ça prend. Donc, tu sais, d'évaluer dans le fond, est-ce que l'adaptation, elle a eu l'efficacité réelle qu'on anticipait dans le fond? Est-ce qu'on a été capable de réduire le risque au point où on voulait? Est-ce qu'on a été capable de diminuer la vulnérabilité? Donc, on peut également faire le suivi de l'implantation des mesures. On peut faire une rétroaction pour savoir si les solutions qu'on avait imaginées, dans le fond, ils ont pu ou pas être implémentées. Est-ce qu'il y avait, par exemple, pas un bon timing politique ou est-ce que le terrain qu'on voulait pour faire une infrastructure particulière, on n'a pas pu l'acheter? En tout cas, il y a plein de choses qui peuvent arriver en cours de route, mais d'avoir des rapports qui nous permettent de documenter tout ça, je pense que ça peut vraiment aider là, à apprendre de ces processus-là, puis à influencer ou en tout cas aider d'autres organisations qui veulent faire des projets. Donc, arriver à déterminer si on a un succès d'adaptation aussi, ça peut prendre des indicateurs. Ça, il y en a, si on ne demande pas nécessairement que la recherche invente des nouveaux indicateurs, il y en a vraiment beaucoup, mais si on était capable d'être guidé aussi sur le choix des différents indicateurs en fonction des projets qu'on a, bien ça, c'est un bel exemple aussi là, de collaboration. Ça nous mène éventuellement à établir si les actions d'adaptation sont en adéquation avec la réponse qui était attendue. Donc, est-ce que, dans le fond, on aurait besoin d'être capable de mesurer la réponse avérée, puis est-ce qu'elle est en adéquation avec ce qu'on s'attendait? Des fois, dans certains cas, ce n'est pas la réponse qui était attendue ou ce n'est pas suffisant. Dans ce temps-là, on doit être capable d'identifier qu'il peut y avoir des risques résiduels, qu'on n'a pas été en mesure de réduire la vulnérabilité. Donc, il y a des limites aussi à l'adaptation, puis la science, elle peut nous éclairer, puis nous partager déjà là, le concept de limite à l'adaptation, mais aussi d'être capable de sensibiliser les différents acteurs sur le territoire que des fois, même si on a les meilleures solutions possibles, c'est peut-être pas possible de s'adapter au point où on aurait besoin. Donc, on pourrait reprendre ces mêmes éléments-là pour les cônes alluviaux. Qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Là? Ça nous a permis, entre autres, de constater qu'est-ce qui se passait sur le territoire, puis de nommer ces constats-là de la bonne façon. Ça nous a permis aussi d'anticiper que des fois, il peut y avoir un écart entre la réponse qui est attendue et la réponse avérée, comme je disais tout à l'heure, puis de bien comprendre les limites de l'adaptation. Donc, par exemple, si on fait juste nettoyer les ponceaux à chaque fois qu'il y a un événement de pluie extrême, on ne va peut-être pas atteindre la réponse qu'on a attendue, puis ça se peut que les maisons, finalement, ils reçoivent une quantité de sédiments importante là, parce qu'on n'aura peut-être pas choisi la bonne méthode. Puis pour le territoire de Quaticook, ça a aussi permis de comprendre que ça se peut qu'il y ait des cônes alluviaux aussi ailleurs que dans l'unique zone, en fait, qui est définie par l'espace de liberté de la rivière Quaticook. Donc, des fois, il y a des apports importants de sédiments dans des plans d'eau. Puis, avant qu'on comprenne qu'est-ce que c'était un cône alluvial, peut-être qu'on ne comprenait pas très bien pourquoi il y avait autant de sédiments qui étaient transportés dans ces plans d'eau-là. Mais maintenant qu'on le sait et qu'on a une meilleure compréhension, peut-être que finalement, on va encore une fois éviter de faire du dragage parce que ce serait quelque chose qu'on aurait besoin de refaire à chaque fois, étant donné qu'on connaît mieux là, les processus. Puis il y a d'autres exemples aussi, comme il y a eu des inondations importantes dans un autre secteur de la MRC en 2011, où il y a eu vraiment beaucoup d'eau puis transport des sédiments. Peut-être qu'on comprend finalement que ce n'est pas nécessairement juste une coupe forestière qui a été faite dans ce secteur-là qui peut avoir occasionné autant de dommages. Je ne dis pas que les coupes forestières n'ont pas leur rôle à jouer, mais quand même. Donc, d'avoir une bonne compréhension des différents éléments qui sont associés à cette image-là permet dans la région là, de comprendre des processus puis d'agir un petit peu mieux, de façon plus éclairée. Je ne dis pas que les gens agissent pas bien. Puis je pense que ça peut aussi se rapporter à toutes sortes de projets qui sont liés aux inondations. Donc, ce schéma-là peut aider à mettre en lumière comment la recherche peut aider là, dans des efforts locaux. Par exemple, la cartographie des zones inondables, autant dans des contextes où est-ce qu'on a des données abondantes ou on a des données un petit peu plus partielles.
La prise en compte aussi des changements climatiques avec des simulations hydrologiques, hydrauliques, peu importe, mais aussi dans l'analyse des risques, la prise en compte de la vulnérabilité, ça peut aider beaucoup. Tous les projets qui portent sur la communication du risque, qui touchent aussi à la mémoire du risque, ça, c'est des collaborations qui peuvent être très intéressantes. Je vous le mentionnais tout à l'heure, si jamais il y a des projets de relocalisation, ça comporte une composante sociale qui est vraiment importante et qui n'est pas à négliger. Donc, des fois, ça va être juste d'avoir des équipes qui sont multidisciplinaires, de sensibiliser les acteurs puis les citoyens aussi aux risques résiduels, puis aux risques, pas aux risques, mais aux limites à l'adaptation. Ça peut être aussi de proposer des solutions, entre autres pour réduire l'impact du ruissellement urbain. Par exemple, il y a un projet qui devrait démarrer sous peu là, sur le territoire de 6 municipalités de la MRC de Quaticook pour réduire la vulnérabilité aux pluies abondantes puis aux îlots de chaleur là, à l'intérieur des périmètres urbains. Donc, on n'est pas dans des grandes villes. On est quand même dans une MRC rurale, mais il y a des périmètres urbains là, qui peuvent être… ça peut être intéressant de faire des projets là. Réaliser des analyses co-avantages, accompagner aussi des fois dans la revue littérature. Puis il y a peut-être aussi un projet phare là, du retour de mission qu'on doit quand même nommer. Là. Donc, la MRC va vraiment travailler dans les prochaines années là, à poursuivre son intégration de l'espace de liberté pour que ça soit intégré dans un projet vraiment de laboratoire vivant. Puis ce projet-là va avoir comme objectif d'accompagner chaque producteur agricole qui est dans ce territoire-là pour voir comment il y a besoin d'être adapté, d'être accompagné pour qu'il puisse s'adapter, changer ses pratiques, comprendre les contraintes et tout. Donc, ça, c'est clairement une retombée là, de tous les projets de recherche qui peuvent avoir eu lieu sur le territoire. Des fois, c'est aussi de nous aider à avoir une information peut-être un petit peu plus factuelle pour tenter de répondre aux perceptions qui peuvent être assez tenaces. Des fois, on les appelle les bruits perceptuels parce qu'ils sont toujours comme en arrière-plan. Puis des fois, on a de la misère à aller plus loin, à passer à l'action parce qu'on a toujours un petit vrombissement là, qui est là. Fait que, bref, mon but, ce n'est pas de dresser là, un portrait qui est si exhaustif, là, mais de montrer quelques exemples. Et je pense que je peux vous laisser après ça l'imagination pour voir quel autre projet ou quelle autre collaboration peuvent être intéressants. Donc, je termine avec peut-être encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, là, mais des points qui m'apparaissaient pertinents. Là, les avantages pour les organismes de bassin versant quand on peut avoir une collaboration du milieu scientifique, c'est qu'on a un accès à la science qui est récente. On peut aussi, ça peut aussi aider à former le réseau des OBV. Donc, on est certain qu'il y a peut-être une expérience académique plus récente ou qu'on a fait plusieurs années là, sur les bancs d'école, mais ça permet d'amener vers le haut là, les gens qui peuvent être porteurs après ça des bonnes idées puis des connaissances scientifiques qui sont déployées. C'est sûr que ça apporte beaucoup de crédibilité à nos projets, là, on ne vous le cachera pas. Puis des avantages peut-être plus pour le milieu de la recherche. En fait, ça vous donne accès à des terrains de recherche peut-être un peu plus facilement. En fait, ça facilite l'accès à des terrains de recherche. Ça permet aussi de vous aider à développer des partenariats dans vos projets de recherche qui sont de plus en plus courants. Puis ça encourage aussi la mobilisation puis le transfert des connaissances. Donc, on devient des bons vecteurs là, pour partager l'information qui est issue de certains projets de recherche pour que ça en soit, après ça, des projets qui sont répétés là, sur le territoire. Donc, je vous laisse mes coordonnées. Je pense que Manel pouvait les mettre aussi dans la présentation, mais dans le chat. Donc, oui. Ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si vous voulez réagir à ma présentation. Ça va me faire plaisir. Parfait. Merci beaucoup, Catherine. C'était une excellente présentation. Sincèrement, bravo. Quel beau projet. Donc, on va donner la parole à l'auditoire. Est-ce que vous avez une question à Catherine? Est-ce que… Ouais, on a une question dans le chat. Vous parlez de perte de milieux humides au niveau de cette rivière. Quelles sont les interventions qu'on peut faire pour atténuer ce problème en termes d'aménagement du bassin versant? La question oui. de Sival.
Parfait. Ben, c'est sûr que, tu sais, on peut travailler dans tout le bassin versant, mais si on se concentre sur la zone, en fait, qui est cartographiée par l'espace de liberté, ben, déjà, c'est d'arrêter de perdre ou de dégrader, en fait, les milieux humides qui sont existants, mais des projets qui pourraient être mis en place, en fait, pour récupérer ces milieux-là. C'est si les municipalités qui sont le long du cours d'eau ont des terrains qui leur appartiennent, ben, c'est de favoriser à ce qu'il y ait une restauration des milieux humides sur ces terrains-là. En fait, ça, c'est peut-être une des... je ne dis pas que c'est quelque chose qui est simple, mais c'est quelque chose qui est peut-être plus accessible que si c'était sur des propriétés privées. Mais je dois faire un petit clin d'œil aussi aux plans régionaux de milieux humides et hydriques. Dans le fond, celui de la MRC de Quaticook devrait sortir dans les prochains mois, où on aura une identification aussi, peut-être une priorité qu'on devrait accorder à certains milieux qui jouent un rôle, un ou des rôles des services écologiques plus importants. Donc, il peut y avoir une petite planification aussi là, de la restauration ou de la conservation de ces milieux-là. Parfait, merci Catherine. Moi, j'aurais une question. Quel est le degré de collaboration avec les bureaux de projet, les nouvelles organisations, les nouveaux Ben oui. structures gouvernementales qui ont été mises en place grâce au PPTFI? Donc, est-ce qu'il y a collaboration? Est-ce que les bureaux de projet, est-ce que vous travaillez en fait avec les bureaux de projet de votre territoire? En fait, on n'est pas beaucoup de territoires qui sont couverts par un bureau de projet où c'est exactement les mêmes délimitations territoriales. Donc, le bureau de projet Saint-François a le bassin versant de la rivière Saint-François au complet comme territoire. Je sais que dans d'autres régions, c'est plus partagé, puis il peut y avoir des fois 3-4 organismes de bassin versant là, sur le territoire d'un bureau de projet. Exact. Donc, puis on a l'occasion aussi de connaître les intervenants parce qu'ils ont déjà été dans d'autres organisations avant la création des bureaux de projet là, avec lesquels on avait déjà collaboré. Donc, on a déjà entamer des discussions, plusieurs rencontres. On essaie de voir un peu c'est le rôle de qui, quels projets peuvent être portés. Donc, ça augure pour des belles collaborations, mais je ne pourrais pas dire qu'on a des actions là, très précises là, qui sont en cours. Mais il y a des échanges, puis on poursuit. Là. Je pense que c'est un peu comme ça dans tous les territoires de bureaux de projet. Oui, en effet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et, silence radio au niveau de notre auditoire. On souhaite la bienvenue à Jean-Bernard Guindon qui se joint à nous. Oui, une autre question. Merci beaucoup, Sival. Vous nous aidez à animer. L'autre question, c'est en termes d'aménagement du bassin versant. Combien participent les OPV? C'est-à-dire, comment participer? Oui, c'est ça. Comment je pourrais vous sortir des chiffres à plusieurs zéros là, après, après le chiffre principal. Ben, comment on participe? En fait, c'est sûr que nous, on n'a pas de responsabilité dans l'aménagement du territoire. Là. Fait que la première chose qu'on fait, c'est de réaliser, en fait, d'élaborer le plan directeur de l'eau en collaboration avec les acteurs du territoire, puis déjà de soulever des grands enjeux ou des grands manques qu'on peut identifier dans le fond sur le territoire pour que ça soit cohérent avec les besoins qui sont identifiés ou les problématiques qui sont identifiées au niveau de la gestion de l'eau. Donc ça, c'est une partie qui est plus dans la prise en compte du territoire en vue d'intégrer ça dans des planifications. Puis une fois que le plan directeur de l'eau est fait, bien là, après ça, on peut accompagner des acteurs du territoire pour structurer des projets, pour que ça soit en adéquation avec des bons objectifs qui vont être peut-être efficaces ou pertinents. Encore une fois, là, on va s'être inspiré de toutes sortes de projets de recherche qui vont avoir eu lieu au Québec, pas juste sur notre territoire, fait qu'on peut aussi partager des bons coups. Puis, des fois, les organismes de bassin versant vont être carrément des porteurs de projets, mais on peut aussi, en fait, le rôle qu'on a souvent, c'est d'accompagner les acteurs du territoire pour la mise en œuvre de ces projets-là. Oui, justement. Et de là est venue ma question par rapport au bureau de projet, parce que je connais les OBV à Vaudreuil dans ma région, et c'est ça, ils apportent vraiment une connaissance très importante pour les municipalités, pour la MRC, donc c'est des connaissances terrain très, très importantes. Pour ce qui est est-ce qu'il y a de la modélisation qui est faite par rapport aux cônes alluviaux? Est-ce qu'on peut anticiper ce phénomène météorologique-là d'un point de vue comme
c'est-à-dire d'un point de vue météorologique, premièrement, et deuxièmement, est-ce que les territoires maintenant, ils sont un peu identifiés, connus, euh, outre que ceux sur lesquels vous avez déjà travaillé? Ben, là, je viens de vous parler de la pertinence là, qu'on a de travailler avec des gens dans la recherche, mais malheureusement, je ne suis pas capable de retenir toutes les conclusions des projets de recherche pour vous les dire aujourd'hui, puis je ne veux pas passer la balle à quelqu'un non plus de façon inopinée. Mais je pense que ce n'est pas nécessairement évident de prévoir ou de prédire la récurrence de ces événements-là. Comme je disais tout à l'heure, la quantité de pluie qui est tombée sur Quaticook en juin 2015 était déjà tombée auparavant, puis elle n'avait pas occasionné l'activation des cônes. Fait que je ne sais pas si vous prenez contact avec des gens comme Thomas Puffin-Bélanger, peut-être que vous pourriez avoir plus d'explications là, sur comment on arrive à anticiper un peu là, le comportement des cônes. Mais au niveau de la cartographie, par contre, c'est en cours. Là. La MRC de Quaticook fait partie des projets conventionnés pour la mise à jour de la cartographie des zones inondables. Donc, non seulement les rivières principales où il y a des inondations sont cartographiées, mais les cônes alluviaux aussi. Là, il y a l'approche hydrogéomorphologique qui est faite sur plusieurs cours d'eau. Donc, ça inclut aussi la cartographie des cônes. C'est pour ça qu'on est en mesure de dire qu'il y a certains endroits où on est peut-être mieux capable de comprendre les processus parce que là, on sait maintenant qu'il y a potentiellement un cône qui est à cet endroit-là. OK, merci. Je vois que Thomas, il a ouvert son micro. Tu veux parler? Ah oui, ça me fait plaisir, Thomas. Oui, je me suis interpellé. En fait, Catherine a bien répondu à la question. Il y a une difficulté là, dans l'anticipation ou la modélisation. La question portait sur la modélisation. Et qu'il y a à la fois une modélisation ou une anticipation dans le temps. Quand est-ce que ça va survenir? C'est une question. Mais il y a une autre anticipation qui est celle de où ça va survenir. Puis l'intérêt des cônes, c'est peut-être qu'on peut identifier plus où ça peut survenir, une avulsion, par exemple, un changement dans la position du lit, basé sur l'analyse des lidars, là, comme tu as présenté, Catherine. Fait qu'il y a cette anticipation-là spatiale qui peut être faite, mais l'anticipation temporelle, donc quand ça va survenir, ça, ben là, on est dépendant des modélisations climatiques ou de leur capacité de reproduire des événements qui se passent à des échelles spatiales relativement petites aussi, hein, parce que les cônes peuvent être activés avec des structures de précipitation très limitées spatialement. Fait que ça, c'est un autre défi. Mais l'anticipation spatiale, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand même. Ouais. Et sur le territoire du Québec, est-ce qu'on peut les spécialiser, ces cônes-là, pour comme protéger les populations qui existent? Est-ce que c'est rentré comme dans le plan de la cartographie globale qui est actuellement en cours? La question est pour moi, Manel. Moi, je ne peux pas répondre en tout cas. Je ne peux pas hijacker la présentation, mais oui, la réponse est oui, c'est possible. Hein, puis la géomorphologie permet de faire ce genre de cartographie-là à partir de l'interprétation des lidars. Donc, ça, c'est l'expertise, mais aussi, de plus en plus, il y a des outils qui peuvent être utilisés à large échelle pour cartographier ou identifier où sont les cônes. Puis, Catherine a identifié des outils qui avaient été utilisés là, dans votre secteur. Fait que ça peut être fait. Puis, on a, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, ici, un projet là, avec l'Université Concordia puis l'UQAR, où on fait la cartographie. On a fait la cartographie de tous les cônes alluviaux dans les 6 MRC du Bas-Saint-Laurent, dans une perspective de faire l'évaluation du risque. Préliminaire du risque lié aux dynamiques dans les petits cours d'eau, dont les cônes alluviaux. Ça peut être fait, ça demande du temps, mais ça peut être fait. Il y a l'expertise pour le faire, certainement. Puis il y a de plus en plus d'outils semi-automatisés qui permettent de le faire. Okay. Merci. Merci Thomas. Merci Thomas. Catherine, il nous reste une dernière question dans le chat. Dans cette approche d'aménagement, est-ce qu'on prend en compte l'approche inclusive en termes de participation des personnes vulnérables, les besoins, comme par exemple les personnes handicapées? Oui, bien, ça va se faire dans des projets, mettons, qui vont vraiment faire une analyse du risque, où il va y avoir une prise en compte de la vulnérabilité de la population. Fait que peut-être que ce n'est pas toujours tous les projets qui le prennent en compte, mais c'est assurément possible d'avoir cette composante-là. C'est pour ça que je vous mentionnais dans l'image que j'avais de parler d'équité et de justice. Bien, c'est vraiment pour être capable de prendre en compte la variété des besoins, en fait, des populations locales, parce que, encore une fois, si on ne s'adapte pas avec les bonnes solutions, bien, ça se peut qu'on n'ait pas la réponse attendue non plus. On l'aurait pour la plupart de la population, mais peut-être pas pour la population vulnérable. Mais c'est aussi un choix. C'est aussi un choix collectif qui doit être fait aussi du niveau d'adaptation qu'on fait. Fait que je pense que ce n'est pas nécessairement juste les gens qui font les projets, mais il faut qu'il y ait une intégration aussi
de la société en général, en fait, sur qu'est-ce qu'on veut, là, comment on veut s'adapter, puis jusqu'à quel point on veut s'adapter. Oui, oui. Ben, c'est pour ça, je pense que c'est venu ma question, est-ce qu'on est capable d'identifier les territoires? Parce que là, on peut aussi identifier la population qui est touchée, puis sur le plan municipal, ils peuvent identifier les populations vulnérables, les populations à mobilité réduite et tout pour planifier sur le plan de... Ça, c'est là, je porte ma casquette d'ex-conseillère en sécurité civile, donc au niveau de l'intervention au moment de ces événements-là, c'est la municipalité qui prend en charge de mobiliser des équipes pour évacuer le monde, pour les protéger. Donc là, ce que tu nous as montré tout à l'heure comme photo comme une rue qui est complètement coupée, là, ça génère, j'imagine, toute une problématique locale sur le plan municipal, sur le plan de la communauté. Donc, ouais, merci beaucoup, merci. C'était une excellente présentation, vraiment. Merci, Catherine. Ça me fait plaisir. Si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va dire, premièrement, permettez-moi, s'il vous plaît, au nom de tout l'auditoire, de remercier Catherine Friseul pour cette excellente présentation. Et aussi, au nom de tout le monde, je souhaite remercier ma collègue Valérie pour la coordination. Elle est notre chef d'orchestre des webinaires au risque. Donc, merci Valérie. Donc, je lance un petit message à tout le monde qui sont encore là. Si jamais vous avez une belle présentation à vouloir nous partager avec nous au risque, n'hésitez pas de communiquer avec Valérie un sujet, une thématique de recherche, un projet qui a été réalisé en lien avec les inondations ou en lien avec une problématique reliée à l'eau. Écrivez à Valérie, elle vient de mettre son courriel au chat. On serait vraiment honorés de faire les présentations. Restez toujours fidèles à nos webinaires bimensuels du risque. Le prochain, il sera dans 2 semaines. Donc, vous allez suivre sur nos réseaux sociaux la publication de nos webinaires. Encore merci Catherine. Merci à toutes et à tous. Merci aux professeurs qui étaient présents avec nous. Merci Jean-Bernard Guindon. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end. Au revoir.